Salut tout le monde. Alors la vidéo, le thème d'aujourd'hui, j'ai envie de dire que pour la quatrième fois, parce que c'est la quatrième vidéo qui parle de ce sujet-là, et je pense toujours que c'est la dernière et que j'ai conclu. Enfin, je dis toujours ça, je vais conclure sur ça, et en fait, voilà, ça va être cette vidéo-là que, enfin, je sais pas, mais normalement, qui devrait conclure et clôturer le thème des 3 dernières vidéos, donc sur tout ce qui est abus sexuel, abus psychologique, humiliation, l'autosabotage, la basse estime de soi, le syndrome de l'imposteur. J'ai même parlé aussi du syndrome de Stockholm qu'on développe lorsque on a été abusé par une personne et qu'on aime cette personne. Et en fait, voilà, là je vais parler de en fait, l'importance de la victimisation, entre guillemets, parce que lorsqu'on entend victimisation, on a tendance à penser que c'est je me victimise et je reste dans mon malheur et je ne m'en sors pas. Et c'est vrai que c'est souvent ça, les gens c'est pas qu'ils aiment se sentir victimes, mais finalement c'est comme si ça nous donnait une importance. On a l'attention de certaines personnes qu'on n'aurait certainement pas si on n'avait pas été victime de quelque chose. Quand on est victime de bipolarité, parce que ça aussi, on est victime de nos troubles mentaux, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas prêtes à faire des changements individuels, parce que c'est toujours de là que ça part, hein. Le changement, il part de soi. Même si on met souvent la faute sur les autres, parce que c'est vrai, l'extérieur qui provoque nos affects, nos troubles, mais la guérison, elle vient de nous afin de pouvoir accepter cet extérieur qui jusqu'à présent nous a fait souffrir, ou nous a déclenché des crises, ou nous a fait devenir schizophrène. Donc c'est souvent l'extérieur qui est la cause, mais après la conséquence que ça a sur notre comportement, là il n'y a que nous qui puissions prendre en main cette personnalité à trouble, finalement, à problèmes mentaux. C'est à nous de se dire, là c'est simple, hein, je fais ça, je fais trop de crises, ou ça me provoque ça, ça me provoque ça. Est-ce que j'ai envie d'être comme ça toute ma vie? En fait, elle est là la question. Est-ce qu'on a envie d'être comme ça toute notre vie? Est-ce qu'on se plaît à être comme ça? Parce que finalement, si on ne trouve pas la force de se dire, je vais tout faire, tout au moins pour me prouver à moi-même, parce qu'après, prouver aux autres, bon, ça c'est une chose, mais c'est surtout à soi qu'on doit se le prouver, qu'on n'est pas ce qu'on nous fait croire qu'on va être pour tout le restant de notre vie, en fait. Parce que la vie, c'est des multiples passages. On passe de bébé aux petites filles, aux petits garçons, après à l'adolescent, après au jeune homme. On dit bien, c'est un jeune homme, jeune femme. Après, on parle d'adultes, et puis après, on parle de personnes âgées, et après de vieillards, hein, et de papy et mamie. Donc, il y a quand même des passages, des stades d'évolution. Donc, vous êtes d'accord avec moi qu'on ne peut pas, enfin, si, bien sûr, si on met notre accord sur le fait que, ok, c'est irréversible, je serai comme ça toute ma vie, je suis schizophrène, je suis bipolaire, pour quelles que soient les raisons, je suis autiste Asperger, je suis ceci, cela, quelles que soient les raisons qui font que ce soit un système cognitif différent pour les autistes Asperger, ou que ce soit le résultat de trop de viols pour tout ce qui est les syndromes de stress post-traumatique, pour tout ce qui est trouble de déficit de l'attention avec hypersensibilité, que ce soit par exemple lié à une nourriture industrielle, quelles que soient les raisons qui font que nous sommes comme nous sommes, si on se base sur cet exemple que nous passons du bébé à l'enfant, à l'adolescent, au jeune homme, à l'adulte, à la personne âgée, au vieillard,
vous êtes d'accord que c'est une évolution. De la même manière qu'on ne pouvait pas marcher quand on avait deux mois, et qu'on ne pouvait pas parler, alors après ça c'est pareil, il y a des individus qui ont des retards dans tout ça, et puis c'est pas pour autant que c'est pour la vie. Mais après, tout ça c'est une expérience, puis il y en a qui sont restés bloqués avec des retards, qui parleront peut-être jamais sur cette forme d'autisme. Donc les personnes comme nous qui avons quand même la capacité de réfléchir et de remettre en question des diagnostics qui nous ont été donnés et des réalités de vie qui nous ont été imposées, parce que les réalités dans lesquelles on nous fait naître, même si soi-disant je crois en la réincarnation, mais on n'en sait rien de ce qui se passe dans cette vie en fait. On a beau dire oui je crois en la réincarnation, soi-disant la réincarnation, on choisirait sa famille avant d'arriver sur Terre, et on choisirait telle famille pour nourrir notre âme de ces vies d'avant qu'elle n'a pas eu l'expérience de pouvoir nourrir pour pouvoir évoluer spirituellement. Donc on va trouver cette famille pour pouvoir croître spirituellement. C'est cela le principe de base de la réincarnation. Donc je veux bien y croire, parce qu'il faut bien croire en des choses dans la vie. Après je n'en sais rien si c'est vrai, si c'est pas vrai, je veux bien y croire. Donc si nous croyons en cela, nous avons une raison d'être nés dans la famille dans laquelle nous sommes nés. Et quel serait le but de choisir une famille dont la réalité nous fait avoir nous-mêmes une réalité qui n'est pas une réalité idyllique du bonheur, à part la transformation ou répéter une réalité qui finalement n'est pas la nôtre. Puisque si on a choisi cette réalité, cette famille pour évoluer spirituellement, alors il y a la réalité de la famille. Ok, ça a fait un modèle, comme un moule, on va dire, quand vous moulez une sculpture, vous lui donnez une forme. Bon, d'accord, cette forme, elle a fait de moi que je suis une bipolaire, schizophrène, tout ce qu'on voudra bien, autiste Asperger, les drogues, l'alcool, enfin tout le truc. Pourtant, moi j'ai une famille que mes parents ne boivent pas, mon père a fumé un petit peu, mais c'était pas des drogués, fumer des cannabis, des choses comme ça, des gens très normaux. Donc ce n'est même pas une réalité que j'ai eu pour suivre un modèle de mes parents par exemple. Mais par rapport à leur comportement, de la manière dont eux, voilà, ils voient la vie et tout ça, ça a eu une répercussion sur moi, ma façon de voir la vie. Et donc, qu'est-ce qui fait que, dans tout ce que j'écoute quand même sur le bonheur et des gens qui parlent, donc c'est beaucoup les neuroscientifiques, mais il y a aussi des gens, comme là j'ai pas retenu son nom, je le mettrai dans la playlist, en dessous dans la description, Pierre Leloup, je crois, s'appelle, ou quelque chose. Enfin, c'est des gens, quand vous écoutez le début de l'interview, ils sont hyper calés, les gars, quoi. C'est pas juste des gens qui parlent comme ça, comme moi, en fait. Alors, c'est pas que je suis pas calée, mais bon, de toute façon, moi, je connais rien. Tout ce que je connais, c'est pas de moi, hein. Je veux dire, j'ai pas la science infuse pour prétendre que tout ce que je connais, c'est moi qui l'ai inventé. Comme ça, je fais que répéter, quoi. Hein. Donc, et je fais que répéter parce que j'ai appliqué ce que disent tous ces gens, et puis ça marche. Donc en fait, c'est pour ça que je viens dans ce truc-là. Si c'est pour même 5 personnes qui sont attirées par les vidéos, parce que peut-être, je sais pas, parce que qu'est-ce que les gens qui regardent ces vidéos, c'est les mêmes gens que moi qui regardent les autres vidéos de ces gens comme moi, en fait. Alors, on est tous pareils, là, dans le truc autisme Asperger, les hypersensibles, les schizophrènes, les bipolaires, les troubles anxieux, des trucs comme ça. On a tous des problèmes. Et on cherche qu'est-ce que c'est le problème, on cherche à savoir si c'est nous le problème, si c'est les autres, on veut comprendre en fait. Donc on a déjà cette quête, cette soif de vérité en fait, tout simplement. C'est ça en fait, on veut la vérité, on veut savoir qui on est en fait. Donc on est dans cette quête tout le temps de prendre des vidéos, et tiens celle-là elle m'intéresse, le titre, la tête aussi, parce que ça marche. Enfin moi j'ai regardé des vidéos que j'aimais pas forcément la tête. Hein. D'ailleurs quand j'aime pas la tête, je regarde pas la vidéo, j'écoute juste, hein, parce que sinon on est très dans le jugement.
et en fait on passe à côté de plein de choses. Moi j'ai écouté vraiment plein de vidéos, je peux vous garantir, de toute façon sont toutes les vidéos qui sont super, elles sont dans la playlist qui est dans la description, qui est la playlist qui s'appelle Le bonheur ça s'apprend. Là il doit y avoir plus de 300 vidéos maintenant, et il y a des fois, il y a des gens, vraiment, je ne peux pas regarder la vidéo parce que je sais que je vais juger, je vais être trop dans l'apparence, et en fait je fais que écouter, et ces gens-là ils disent des trucs, mais ça tue tout quoi, au niveau pour nous, évoluer spirituellement et se gagner du boost pour continuer d'avoir l'autodiscipline, de faire des changements et tout ça. Si tu te fies à l'apparence, tu te dis oh celui-là il veut de l'argent, celui-là regarde c'est un manipulateur, celui ceci, celui cela, on est très dans le jugement. Donc ceux qui regarderont la vidéo là, soit ils aiment bien le style, le truc léopard là, je sais pas, enfin, ou le titre, et puis tellement en quête vous êtes tellement en quête de savoir ou de comprendre, d'avoir besoin aussi de s'identifier à d'autres, parce que quand on est comme ça, on sait plus qui on est sans identité en fait. Comme moi j'ai écouté les 290 témoignages avant de déjà quand je savais bien avant que j'étais autiste, mais il m'a quand même fallu, je pense, au moins 100 témoignages pour avoir la certitude que ok, bon là maintenant c'est plus juste une idée que peut-être que oui, que peut-être que non. Là, c'était fondé direct parce qu'il n'y avait plus aucun doute en fait. Mais avant que je puisse vraiment ne plus avoir aucun doute, je suis quand même passée, comme tous, nous passons par là, par cette phase de désidentification. On ne sait plus qui on est en fait. Parce que d'un seul coup, il y a plein de diagnostics qui sont remis en question. Et puis on revoit notre vie parce que c'est clair. Moi, je suis devenue une artiste et par exemple... Alors, je croyais que j'avais développé mon intelligence parce que je l'ai voulu un jour en me disant si je veux être heureuse, il va falloir que je pense que je suis intelligente et pas que je suis stupide, comme je le pensais toujours, et que je suis belle, pas comme je pense que je suis moche et que je dois perdre 30 kilos, devenir anorexique. Enfin, c'était pas le but, l'anorexie, de perdre les kilos, c'était venu dans ma dépression. Mais après, c'est vrai que j'étais omnibulée par garder un corps quand même relativement sculpté. Enfin, j'ai jamais aimé la graisse sur moi, je sais pas si c'est un problème ou pas, enfin bref. Et donc, on doit s'aider entre nous pour apprendre à voir d'autres personnes, apprendre des autres prendre des autres exemples et apprendre, de verbe apprendre, de verbe s'enseigner entre nous-mêmes en fait. On doit copier parce que c'est ça qu'on nous sommes, les humains, des imitateurs quoi. C'est comme ça que je parle 6 langues, c'est en imitant les autres, leur accent et tout ça. C'est pas juste en restant moi française et je parle française en anglais avec l'accent français. Non, je vais essayer d'être comme une anglaise et je parle l'anglais, l'espagnol, toutes les langues que j'ai apprises, c'est en copiant. Et c'est ce que nous faisons tous, nous copions. Donc ceux qui regardent la vidéo, même si c'est 10 personnes, je me dis que si... parce qu'il y en a qui vont pas avoir qui vont... Par exemple, j'ai une copine en Allemagne, elle est à Berlin et elle est tout le temps dans des phases, elle est bipolaire, c'est clair et net, mais à moindre... C'est moins que moi à l'époque, mais elle a quand même, d'ailleurs, là, elle a failli passer en psychiatrie, enfin, c'est pas passé, mais elle a entamé une thérapie. Elle va certainement pas la continuer, mais tout le monde, ça y est, s'est dit, allez, il faut que j'aille me faire soigner parce que ça va plus là, j'ai quelque chose qui va pas. Et en fait, je lui ai passé les vidéos de Joe Dispenza, par exemple, qui est lui un de ceux qui m'ont vraiment boosté pour changer ma vie. Lui, c'est de toute façon, généralement, les vidéos, je les écoute en conduisant ou en cuisinant. Je fais généralement double tâche, donc en fait je regarde rarement la vidéo. Mais du coup ma copine elle a dû regarder la vidéo et la tête du mec elle ne va plus en fait. Et du coup elle n'aime pas quoi, elle n'aime pas et donc du coup elle va pas regarder et du coup elle va pas être coachée parce que voilà, si vous vous fiez à l'apparence de la personne qui vous donne les conseils et que du coup vous êtes dans le jugement, du coup vous baissez l'énergie du pouvoir parce qu'en fait c'est ça, on a besoin d'aide, mais si vous croyez pas en la personne qui est en train de vous aider, vous n'allez pas
vous n'allez pas y arriver tout seul, hein, là c'est clair et net, vous avez besoin d'aide, tout comme moi j'en ai eu besoin, et tout comme tout le monde, nous avons tous besoin d'aide et de modèles à suivre et de gens qui nous guident, parce qu'on sait pas, on arrive à un point quand non seulement on ne sait plus qui on est, et en plus on ne sait pas quel modèle on doit suivre, parce qu'on se rend bien compte que la société là c'est n'importe quoi, et que du coup si on suit ce modèle là, bah, on l'a certainement suivi d'ailleurs, et c'est certainement cela aussi qui a fait que de par cette suradaptation qui n'est pas du tout, enfin de par cette société qui n'est pas du tout faite pour nous, de cerveau hémisphère droit plus sollicité, bah, on se suradapte et du coup on développe des troubles mentaux. Alors est-ce que aussi le fait de toujours courir pour travailler, c'est ça aussi qui fait qu'on mange mal et on mange des nourritures industrielles, et que ça a été prouvé scientifiquement que ça aide au développement des maladies neuropsychiatriques. Donc forcément après on devient bipolaire, schizophrène, enfin tout ce qu'on voudra bien, c'est normal parce que la société elle nous fait être comme ça. Et je répète, Krishnamurti, donc ça je le cite dans mon livre, et il y a plein d'autres personnes que je cite. Krishnamurti c'est un grand sage philosophe, maître spirituel de l'Inde, qui est mort maintenant et qui avait cette mission de libérer le peuple de l'endormissement, en fait, et donc qui était là pour être un leader spirituel, et qui dit ce n'est pas un signe de bonne santé mentale que d'être intégré à une société malade. Ce qui est complètement vrai. Donc si on est en train de toujours vouloir s'adapter à quelque chose qui n'est pas bon pour nous, bah en fait, de toute façon, vous les voyez les gens. Je veux dire, si moi je suis comme ça, mais ils sont quoi les autres alors? Enfin, je veux dire, et vous si vous êtes comme vous êtes, mais ils sont quoi les autres? Il faut qu'on arrête de croire qu'on est plus fou que les autres en fait. Les autres aussi, ils sont aussi fous que nous. On est tous complètement comme ça. Je veux dire, à un moment, il faut remettre la réalité où est-ce qu'elle est, parce qu'elle est comme ça, la réalité, c'est vrai. On est tous des écorchés à vif, traumatisés de toutes ces guerres et tout ça, et il y a très peu de personnes qui viennent de parents qui ont fait le nettoyage karmique, qui ont mis en liquidation toute leur vie pour refonder des nouvelles structures émotionnelles, des nouveaux paradigmes et des nouvelles réalités. Il y a très peu de nous qui venons de parents comme ça. La plupart de nos parents, ils ont suivi le modèle sociétaire. La plupart de nos parents, ils sont autant déglingués que les enfants, et nous encore plus, parce que du coup, nous, on le porte comme dans l'inconscient collectif. Limite, nos parents, eux, quand ils étaient dans la guerre, bon, au moins, ils avaient raison de ne pas être bien, quoi. Je veux dire, ou avoir peur, ou d'être stressé, ou tout ça. Mais nous, maintenant, on a tout. On n'a plus de guerre, enfin, entre guillemets, parce qu'il y a encore des pays où il y a des guerres, hein, quand même. Hein, les immigrants qui sont par chez moi, là, décalés, ils échappent des guerres et tout, en Afrique et tout. Donc, il y a encore des guerres. Il y a des guerres guerres de toutes sortes d'ailleurs, des guerres économiques, des guerres de territoire, des guerres de sang, des guerres de race, de guerres de tout. Il y a des guerres de toutes les couleurs. Donc bref, le terme de la vidéo, je voulais parler de l'importance de se victimiser, mais tout cela pour bien sûr ne pas rester sur sa victimisation. Alors je vais vous donner un petit exemple qui est dans le livre Encore un jour et c'est demain, où je raconte l'anecdote qui m'est arrivée en Guyane française. Donc en Guyane française, j'ai eu le package, j'ai été victime de harcèlement moral lorsque j'étais institutrice. J'ai été virée comme une malpropre alors que j'avais des super résultats. Enfin, j'ai été virée entre guillemets, j'ai pas été renouvelée alors que j'avais des résultats vraiment béton avec les enfants. Parce que ceux qui m'ont fait le harcèlement moral ont écrit carrément au rectorat des dossiers sur moi. Enfin, c'était vraiment, j'ai vécu un enfer qui a provoqué une énergie tellement machiavélique que mon frère a essayé de me tuer en pétant un câble à cause de toute cette énergie tellement diabolique que forcément, si on n'est pas à fond dans la lumière, love, enfin amour, que ouais, on tombe dans le truc du démon, hein, ça c'est clair. Et si on prend des drogues comme on l'avait fait avec mon frère, bah, il a pété un câble, il était aspiré par le dark side. Alors là, j'ai vu le pire. Franchement, de l'humanité, de l'humain, quoi, de ce qu'il est capable, et même mon frère, quoi, parce que le truc de m'avoir tué, d'essayer de me tuer, bon, bah là, il a pété un câble, mais il se laissait carrément influencer par les autres à faire des trucs, mais cruels, quoi. Il y a un moment, on n'avait plus d'électricité, et moi, je cuisinais à la plaque électrique, et pendant 3 jours, du coup, parce qu'après, leur frigidaire, leur congélateur de tous les profs, nous, mon frère et moi, on habitait dans la même maison, et on n'avait pas de congélateur ni de frigidaire, on mangeait vraiment local et tout ça, des légumes du petit village, mais on n'avait pas les autres instituts qui étaient vraiment titularisés
titularisés. Nous, on n'était pas les titulaires, on était des contractuels, ça s'appelle. Et eux, ils avaient vraiment la panoplie de l'européen dans la jungle, là-bas, à 24 heures de pirogue. Et donc, quand il y avait des pannes d'électricité, ils se retrouvaient qu'il y avait tout qui allait se perdre. Donc, pendant 3 jours, ils ont fait des barbecues de viande, à faire tourner des trucs de fromage, parce qu'ils avaient du fromage, ils ont fait des tartiflettes, des trucs. Et ils m'ont fumé à la maison, en fait. Et c'était mon frère qui retournait les côtelettes de trucs. Et la fumée rentrait dans la maison dans laquelle j'étais et que mon frère partageait avec moi. Mais à ce moment-là, je crois qu'il avait déjà pété un câble sur moi. Et je crois qu'il était parti de chez moi, enfin de chez nous, à la base. Mais c'était moi qui avais signé la maison. Enfin bref, et du coup, je lui ai demandé de partir. Je crois, ou en tout cas, il était peut-être encore avec moi dans la maison. Enfin, c'était qui n'était pas cool, c'est que moi, je ne pouvais pas cuisiner à cause qu'il n'y avait pas d'électricité et qu'il n'y en a pas un qui a dit, bah, donne un truc à ta soeur, quoi. Et non, en fait, ils participaient tous à écrase ta soeur, regarde comment elle est. Mais ils voulaient tous me faire changer. Ils me disaient, mais tu vois pas que tu dois changer. Mon frère qui me disait, mais tu vois pas qu'ils disent tout ce que tu dois changer. Le truc. C'est vraiment genre, je ris, mais c'était horrible de te dire j'avais le sida, enfin bref, vraiment, j'ai vu le pire, et ce que je me disais, mais si mon frère il est capable de me faire ça, mais je l'ai pardonné toujours parce que je savais qu'il était complètement influencé par cette énergie diabolique, il n'a pas réussi à contrecarrer le truc, et au lieu de rester neutre, et de ne pas prendre parti ni l'un ni de me soutenir pour ne pas les avoir à dos eux, ou et au lieu de rester là, il est vraiment parti de leur côté parce qu'il a été aspiré par ce machiavélisme. Donc là, c'est là que j'ai vraiment vu, je me suis dit, si mon frère il est capable de me faire ça sous l'influence de personnes complètement déjantées, parce que voilà, ils étaient dans leur réalité tellement obscure qu'il fallait qu'ils détruisent soi-disant les Asperger, on est très victimes d'abus et tout ça. Bon, bah, je sais pas ce qu'ils ont voulu détruire en moi, avec mon frère, notre relation, tout. Enfin, ils ont réussi. Et à la fin, moi, je suis partie de là. Et donc, quand je suis partie de là, j'ai rencontré un garçon qui était un pédophile, qui avait violé une petite fille de 15 ans. Donc, lui, quand je l'ai rencontré, il avait genre, je sais pas moi, 30 ans, 25, quelque chose comme ça. Je sais pas son âge. Je sais plus son âge, mais il était bien adulte. Et moi, j'avais, donc, à cette époque-là, j'avais 25, 26 ans, en fait. Hein. Et donc, je suis restée avec lui 1 mois. Et il m'a dit direct comme ça, tu vas voir dans le village, on dit que j'ai fait de la prison parce que j'ai violé une petite fille, mais c'est pas vrai, les gens racontent n'importe quoi. C'est vrai, j'ai vraiment fait de la prison, mais c'est pas pour ça, c'est parce que le père, il voulait que je lui donne de l'argent, donc il a dit que j'avais violé la petite fille pour que je paye et tout ça. Et en fait, finalement, j'ai fini en prison, mais c'est pas vrai, blablabla. Bon, une fille normale, direct, elle se taille. Hein. Rien que l'histoire du premier jour, comme ça, direct à l'entrée, je l'avais rencontré en discothèque, enfin le truc, franchement. Après, c'est clair que franchement, les réalités dans lesquelles j'étais, bah oui, bien sûr, c'est nous qui nous les provoquons, hein, là c'est clair. Mais moi, j'étais dans un truc, j'étais dans une réalité en fait. Donc, il était super beau en plus, ce mec-là. Il était métissé, surinamé, enfin très stylé et tout. Je me suis laissée complètement accaparer par les styles. Et puis, il avait un talent sa beauté me faisait. Et puis, je suis toujours très ouverte d'esprit, je pardonne tellement facilement à l'humain qui peut être mal et mauvais, parce que moi j'ai été tellement mauvaise quand j'ai eu mon premier internement, j'étais devenue tellement démoniaque que du coup j'ai cette faculté très facile très prononcée de pardonner facilement. Donc en fait, quelqu'un qui me dit ça, c'est peut-être aussi par rapport à l'Asperger qu'on est très soi-disant, on croit tout, enfin voilà, on est très naïf quoi en fait, et ouais, c'est ça peut-être, j'en sais rien, enfin, en tout cas voilà, je voulais lui donner sa chance parce qu'il était mignon, parce que je voulais pas me fier que à ces ragots de village, soi-disant ce qu'il disait, et je l'ai cru lui en fait. Sauf qu'au bout de, quand même relativement rapidement, j'ai quand même vu que il y avait quelque chose de pas clair en lui. Le pire qui m'a fait mettre la puce à l'oreille, c'est que j'ai vu son enfant regarder le téléphone avec une dame, quelqu'un qui faisait une fellation. Et je prends le téléphone et je dis à son père, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, t'as vu ce que ton fils il regarde? Et il me répond, bah ouais, je sais, c'est moi qui lui ai mis ça, il faut qu'il apprenne jeune. Et le petit garçon, il avait 7 ans. Et quand après j'étais avec lui, du coup, je suis allée dans la chambre du papa là, et il avait les photos de toutes ses proies
entre guillemets, de toutes ces proies, de toutes ces conquêtes, on ne sait pas comment ça faisait, hyper serial killer en plus le truc, parce que c'était vraiment comme dans un film quoi. Et le petit garçon, et puis il y avait une photo de lui qu'il était pantalon baissé en train de se masturber, et le petit garçon avait accès à ces photos là en fait, donc bon, alors il y avait ça, et puis il y avait le côté qu'il y avait la maman qui était dialysée, qui avait eu, je crois, un accident, et elle avait plus l'usage de ses reins, donc bon, puis c'était au Suriname, c'était une famille que moi finalement j'aidais un petit peu en passant par là, parce que j'avais de l'argent d'instit, et puis je les aidais finalement en payant la nourriture, en cuisinant avec eux, et puis eux ils m'hébergeaient entre guillemets, et puis j'avais ce garçon qui me donnait de la compagnie, et puis il me donnait quand même pas mal d'amour entre guillemets, mais forcément c'était faux comme amour. C'est tout ça, c'était faux. Enfin, ce que je veux dire, c'est que c'est cette illusion de l'amour qu'on croit que quelqu'un nous aime, alors que en fait il nous aime pas, il s'approprie notre présence et notre corps, notre, comment dire, parce que j'étais quand même une belle fille déjà à l'époque, enfin je veux pas dire ouais ça y est je suis une belle fille, mais ce que je veux dire c'est que j'étais pas moche, donc forcément pour lui en plus c'est tout ça, c'est même pas la question que j'étais une belle fille, je crois, c'est surtout la question que j'étais une étrangère, et ils aiment bien souvent les garçons des pays, de n'importe quel pays que ce n'est pas européen, et ils aiment sortir avec des européennes parce que pour eux c'est la classe quoi. Donc du coup bon il y avait ce truc là que j'étais un peu comme ça, comme on dit, sa mascotte quoi. Alors, je sais pas comment on dit, sa poupée quoi. Enfin, donc du coup il avait le don de si je suis restée un mois avec lui, s'il n'y avait pas eu ce sentiment que j'avais l'impression qu'il me donnait de l'amour, je ne serais pas restée un mois avec quelqu'un que je vois que j'ai pas pensé que c'était un pédophile. Avec quand j'ai vu le petit garçon qui m'a dit ça, tout ça, j'ai vu que c'était pas normal, ça c'est clair. Mais j'ai pas pensé que la fille là, que soi-disant elle disait qu'il était en prison parce qu'elle avait violé une petite fille de 15 ans, j'ai jamais pensé que c'était vrai en fait, jusqu'à ce que en fait je le quitte au bout d'un mois là, et elle vient me revoir, en plus il avait une copine en France qui arrivait pour le rejoindre, donc il avait vraiment pas besoin de venir me voir pour essayer de me récupérer, et en fait il a voulu obtenir ce qu'il voulait obtenir de moi, et moi à ce moment là j'aurais très bien pu couper la réalité et lui dire dégage, t'as pas compris ce que je t'ai dit, vas-y dégage quoi, et être ferme et dégage, et il serait parti. Et puis surtout que lorsque c'était arrivé qu'il m'a donc violée, c'est toujours délicat à dire, mais bon c'est le terme qu'il faut dire, toute pénétration sans consentement, j'étais chez des gens à ce moment-là, j'étais chez une infirmière et son copain, et en fait j'étais en dissociation, je ne le savais pas moi à l'époque tout ça, parce que c'est des termes que j'ai appris après en recherchant pourquoi je me faisais toujours avoir dans des situations comme ça. Parce que quand il a commencé à être insistant, et donc du coup que j'ai compris, oh là je suis dans une situation que bon, c'est soit je crie, ou enfin je voyais que j'étais pas dans une bonne situation. Et il y a le mec de l'infirmière là, qui était un Africain du je sais plus quel pays, qui était bien costaud, et il est venu chercher un truc dans son frigidaire, et en fait je l'ai vu, et j'aurais très bien pu lui dire, il s'appelait Paps, s'il te plaît, aide-moi là, dis-lui à Ouli là qu'il s'en aille de moi là, qu'il parte et qu'il me laisse tranquille. Mais j'ai pas pu réagir parce que j'étais en dissociation, donc j'étais comme lobotomisée, encore de nouveau, parmi toutes les fois où j'étais abusée ou violée. J'ai même des fois où j'étais dans des états d'inconscience, on m'a volé, violé et volé. Alors c'était la totale de se faire abuser, violer puis voler. Alors là c'est vraiment la loose de la loose, franchement, quand on arrive à ce moment-là, et puis que ça se répète comme ça. Bon, il y a un moment il faut quand même qu'on regarde sa vie et puis qu'on se dise qu'est-ce qui se passe quand même, parce que si j'avais pas regardé ma vie puis je m'étais pas dit qu'est-ce qui se passe, alors à ce moment-là je faisais pas encore des crises, je faisais pas encore de crises comme ça à tout casser et tout. Mais je voyais bien que j'avais un comportement qui n'était pas normal. Donc du coup, j'ai pas pu réagir parce que j'étais en dissociation et que j'étais incapable, j'étais médusée. Et donc du coup, Ouli m'a violée. Et le lendemain, j'étais dévastée. Donc forcément, il a fait son truc, il est parti bien sûr. Ça n'a pas duré longtemps. C'est ce que je dis toujours, dans tous les viols que j'ai eus, c'était très rapide à chaque fois. C'est ça qui est bien. En même temps, c'était pratique quand même parce que
Ça n'a jamais duré 3 heures, donc ça c'était rapide. Donc j'ai jamais vraiment souffert non plus, on va dire physiquement. J'ai jamais eu, parce que j'ai connu des gens qui avaient été violés, des filles qui avaient été violées, et là c'était par genre 3 personnes par derrière, genre hôpital suturé et tout, le truc, l'horreur quoi. Moi ça n'a jamais été ça, hein. Déjà j'ai jamais été par derrière, ça a toujours été par devant, enfin dans mon... parce que je pense qu'on s'en souviendrait quand même, hein, si on s'est pris un truc par derrière et qu'on est inconscient quand on se réveille le lendemain. Moi j'avais l'odeur de sperme, hein. Donc voilà, excusez-moi du langage, c'est un petit peu cru, mais c'est la vérité, donc ça peut peut-être paraître choquant, mais il faut mettre les trucs là où sont quand même, parce que je suis pas la seule dans ce cas-là, hein. Faut pas, genre, j'ose le dire, mais on est plein, c'est pour ça qu'en fait je fais cette vidéo-là, parce qu'il y aura forcément des filles qui vont regarder ces vidéos-là, et si vous les regardez, il n'y a aucune de nous qui se faisons foutre dedans comme ça, sans avoir été abusé avant. Et si on répète ces scènes-là, c'est parce qu'on a été abusé, et soit on s'en rappelle pas, donc ça veut dire qu'on avait moins de 7 ans, ou alors on l'a occulté. De toute façon, dans tous les cas, on a fait une dissociation, hein, lors du premier viol, et donc du coup, on répète ce truc-là. Donc c'est hyper important qu'on coupe le mécanisme, et déjà qu'on se reconnaisse victime. Parce que là, en fait, on n'est pas comme moi, je le pensais, une poubelle, que ce que je fais de ma vie, je suis nulle, je suis moche, regarde ce qui m'arrive à chaque fois. Et en fait, on se croit coupable et qu'on mérite ce qui nous arrive, parce qu'en plus c'est ce que la société nous fait croire, que comme je disais hier dans ma vidéo, selon si tu es en short ou bourré, c'est normal ce qui t'arrive de te faire violer. Bah non, c'est pas normal. Donc du coup, si on a un comportement comme ça et qu'on a une réalité comme ça, je peux vous garantir que derrière cette réalité là, il y a eu des trucs avant. Et si vous vous en souvenez pas, ça veut dire que vous aviez moins de 7 ans la plupart du temps. Donc, parce que le cerveau n'est pas suffisamment constitué pour pouvoir se souvenir de la mémoire traumatique. Donc, c'est important à un moment, parce que du coup, ce Ouli là qui m'a violée, je l'ai mis au tribunal, parce que le lendemain dévasté, il y a toute ma vie qui se remet en marche. Là, je l'étais peut-être déjà, j'ai 25 ans, ça faisait peut-être déjà, je pense, j'ai été violée plus de 30 fois. J'ai arrêté de compter après 30 fois. Mais là, j'en suis peut-être déjà à mon, je sais pas, 20e viol déjà, là, quand ce mec-là, il me reviole. Et j'en avais plein pas le CUL, mais j'en avais plein voilà, j'en avais vraiment marre que ça m'arrive toujours comme ça, parce que malgré ce qui m'arrivait, j'étais quand même quelqu'un de bien. Enfin, je faisais peut-être n'importe quoi, il m'arrivait n'importe quoi, du coup, il m'arrivait des trucs pas cool, mais derrière ça, j'étais une fille, une jeune fille, quoi. Je veux dire, je méritais pas ce qui m'arrivait, en fait. Et donc, forcément, il y avait un traumatisme énorme au fond de moi, un traumatisme pour résumer tous les traumatismes. Et donc, du coup, forcément, le lendemain, je me réveille et j'étais en pleurs, et l'infirmière qui me dit « Mais qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu pleures ?» Et là, je lui raconte, il y a Ouli qui est venu, elle me dit « Mais il faut que tu portes plainte, et Et là, elle me fait un drame de la scène, alors que pour moi, bah, c'était juste un viol de plus. Pour moi, c'était tellement normal. En plus, il était mignon, donc c'était quelqu'un qui avait été mon copain pendant 1 mois. Donc bon, à chaque fois, moi, je minimisais vachement le truc, à me dire, bon, bah, voilà, c'est normal, t'étais bourré, t'étais défoncé, bah, lui, c'était ton copain, c'est pas si grave, de toute façon. Et puis, comme à la fin, à chaque fois, la plupart du temps, je m'offrais, parce que j'avais peur de la situation, de ce qui pourrait se passer si je m'offrais pas, parce que j'avais peur qu'ils me mettent un coup, ou que ça devienne violent, bah, je préférais ou écarter les gens, mais leur faire croire que bah, finalement, limite, j'avais envie. Mais lui, j'ai pas fait style j'avais envie. Lui, il a bien compris que j'avais pas envie. Il a pas cherché à comprendre que oui, que non. Il a fait son truc. Et donc forcément, moi, j'aurais jamais porté plainte, en fait, si j'avais pas eu l'infirmière qui m'avait influencé, tout ça. Et puis là, elle m'influence tellement bien que bon, finalement, je me dis, ah bah ouais, en fait, elle a raison. C'est moi qui n'ai pas raison du tout à pas vouloir porter plainte. Là, c'est maintenant, en fait. Là, tout ça, c'est arrivé, c'est qu'en fait, je dois porter plainte. Donc, elle vient avec moi, on va à la gendarmerie, on fait tout le tralala, là. J'ai vécu un enfer psychologique. Franchement, je le souhaite à personne. Et si c'était à refaire, je ne porterai pas plainte, parce que ça m'a pris tellement d'énergie. Ce qui a été le pire, c'est quand ils sont venus, les gendarmes, en brigade, carrément, chercher le hamac dans lequel la scène a eu lieu. Ils sont venus chercher ma robe que j'ai jamais pu récupérer. J'avais une robe que j'adorais, pour prendre des traces de sperme. Et puis j'ai dû aller à l'hôpital. Ils m'ont fait une sorte de, je sais pas quoi, ils m'ont rentré un truc. Là, j'en pouvais plus, quoi.
genre écarter les jambes, je vais vous rentrer un truc, genre je venais de me faire violer, ça me remontait tous mes trucs à la surface, là j'en pouvais plus de qu'on me pénètre de tous les côtés, foutez-moi la paix, putain. Mais bordel, mais putain, mais foutez-moi la paix. Donc forcément qu'après je pète des câbles, et après ça c'était en 2009-2010, donc forcément qu'après en 2015 et après derrière ça je me suis refait abuser plusieurs fois, donc forcément bah c'est normal qu'après en 2015 j'ai toute cette accumulation de trucs. Ben, ce que je voulais dire donc sur cette vidéo c'est au niveau de la victimisation. Donc du coup le mec, j'ai porté plainte, donc alors en portant plainte nous découvrons qu'il a une autre plainte à la suite, après qu'il soit sorti de prison. Donc la prison, c'était vraiment vrai, il avait vraiment violé la petite fille de 15 ans, c'était vraiment vrai. Et quand il est sorti, il y a une fille qui a porté plainte comme moi. Et donc il y avait dans son dossier, il y avait la prison, il y avait la plainte de la fille, il y avait ma plainte qui s'ajoutait. Il y avait, donc moi je disais, les flics, ils ont débarqué chez lui, ils ont été dans la chambre, ils ont pris les photos avec dans la chambre, le mur. Je disais que le petit garçon, il lui montrait les trucs, le pédophile, tout ça. Il était illégal sur le sol guyanais parce que comme il avait fait 3 ans de prison, il avait plus sa carte de séjour, donc il était illégal. Et puis surtout, il a avoué. C'est ça le truc, il a avoué. Donc hein, là, vous êtes d'accord avec moi. Donc là, juste par le fait d'avoir avoué, quel que soit après le reste des conditions, là, il a avoué. Donc on passe au tribunal, ils me l'ont mis en mode genre délit pour que ça soit passé en 3 jours et pas en crime, parce que sinon ça aurait pu prendre des mois. Et comme moi, bah, du coup, j'habitais pas là-bas, ils l'ont fait en mode simplifié, en mode délit. Ça voulait dire qu'en fait, s'il était accusé, donc il avait avoué, mais ça voulait dire. Puis en plus, tout le monde était persuadé, la gendarmerie, oui, vous inquiétez pas, c'est sûr, là il va reprendre et tout, tatata. Et puis la gendarmerie qui me disait, de toute façon, vous inquiétez pas, vous êtes en sécurité. J'étais là en Guyane, quoi. Les gars, ils ont des machettes et tout. Et moi, je me rendais compte que j'étais en train de me mettre dans des histoires. Mais je m'étais fait influencer par l'infirmière et je voyais bien que j'allais dans un truc de ouf, quoi. Mais tout le monde me disait, mais non, mais c'est normal que t'aies peur, c'est normal et tout ça, c'est normal. Puis d'un seul coup, il y a le téléphone à la gendarmerie, là, quelqu'un qui appelle et le gendarme qui dit, ah bon, votre mari vous a mis un coup de machette, oui, vous pouvez venir tout de suite, madame. Et là, j'étais là, non, mais donc quoi je suis, quoi, donc quoi je suis. Bref, on va au tribunal, le juge, donc tac, 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 là, la sanction, enfin, après tous les trucs de délibération, les faits, les machins, donc en plus, il a fallu que je confronte le truc devant tout le monde, enfin, bon, bref, je vous imaginez pas le truc, hein, vraiment, le remue-ménage pour, en fait, oui, d'accord, c'était sûr que c'était un viol, d'accord, c'est sûr, mais bon, je veux dire, donc je vais vous dire la fin de l'histoire, donc c'est pour ça que vous allez comprendre pourquoi c'est juste qu'un viol, parce que finalement, tout ce que je me suis pris au niveau lavage psychologique, c'était moins pire de rester juste que sur le viol, alors que oui, c'était un viol, mais du coup là, le juge qui dit donc monsieur Lanveld, vous êtes illégal, vous avez plus de carte de séjour, vous avez fait ça avec votre fils, donc ça il y a un nom spécial, j'ai pas retenu le nom, mais il y a un terme juridique pour lorsque les parents influencent les enfants à faire de la pornographie ou de la pédophilie, enfin qui les influence dans le sexe, pas normalement, ce qui n'est pas normal. Il y a un terme, je ne sais plus lequel, enfin bref. Et puis vous avez avoué, donc ok, nous allons délibérer. Là, le truc il claque, clac, comme ça sur ce petit truc en bois. Ils partent avec les jurés derrière, machin. Moi j'avais un avocat qui avait été commis d'office. Et là ils reviennent genre 10 minutes après, donc tac, ils recyclent les faits, machin. Eh bien, monsieur Lanveld, vous êtes libre, comme ça. Et là, en fait, le pire dans l'histoire, donc là, quand ils ont dit ça, franchement, là, j'étais en mode cauchemar. C'est-à-dire que là, à ce moment-là, je sais pas trop, c'était une réalité qui est cauchemardesque. C'est-à-dire que là, je sais que j'ai ma vie en danger. Là, je sais que je suis dans la mouise totale parce que ce mec-là, je lui fais pas confiance dans le sens où là, j'ai été lui mettre une réputation de violeur et là, il sort libéré. Donc, ce qui est en plus le pire, c'est qu'il avait avoué et il sort libéré. Donc là, je savais que j'allais avoir des problèmes en fait. Et le pire de l'histoire, c'est que devant le juge, il m'a regardé, donc on se voyait en fait, on était sur les bancs là des accusés, là on était pas loin. Et il y avait sa mère, il y avait des témoins, moi de mon côté il y avait pas grand monde parce que je crois que j'étais toute seule encore dans cette histoire là, hein. Je veux pas que l'infirmière n'était pas venue. Et donc en fait il a fait ça comme ça, là voilà, devant le juge. Le juge l'a vu et il a souri. Ça c'était le pire du truc, c'était vraiment le pire
la petite cerise bien rouge qu'on met sur le gâteau. Là, franchement, je me suis dit, bon... alors, ce qui est incroyable, c'est que je suis allée manger un truc avec cet avocat qui m'a défendu comme une lopette, je dirais, parce que j'ai failli, moi, faire ma défense pour moi-même, et je m'étais documenté les viols sur les maris, femmes, tout ça, enfin, j'avais des chiffres à l'appui, tout ça, et en fait, ils n'ont pas voulu que je me défende moi-même, et je me serais 10 000 fois mieux défendue si je m'étais défendue moi-même que lui qui m'a défendu, qui n'a rien fait à part citer les faits en fait. Il n'a rien fait, il n'a pas fait de recherche, il n'a pas mis de pourcentage de qui se fait violer par qui dans la société, tout ça. Moi j'avais une liste de trucs, j'avais tout, j'avais vraiment un truc béton et j'aurais vraiment dû m'écouter. Et je me suis encore fait influencer, ils m'ont dit non, vous défendez pas vous-même et tout. Ça va pas marcher, non, ils m'ont influencé, de toute façon, vu comme ça s'est terminé, c'était clair et net que ça aurait été mieux que je me défende moi-même, et au moins j'aurais eu une raison si j'avais perdu de me lamenter, enfin après j'aurais pu regretter et me dire, et j'aurais pu me dire, bah non, j'aurais dû alors à ce moment-là le faire par un avocat, et là j'aurais gagné le truc, parce que c'était clair et net que je devais gagner, normalement il n'y avait pas de raison qu'il le libère en fait, à part pour que je vive une réalité cauchemardesque. Et là, je peux vous dire que la Guyane, je l'ai fui, mais je me suis fait escorter par des instits que je connaissais blancs, entre guillemets, parce qu'il y a vraiment ce truc-là en Guyane, blanc-noir. Parce que j'avais tellement peur de son truc là, je me suis dit je vais passer le fleuve pour aller au Suriname. En fait moi je quittais la Guyane, j'avais déjà fait le Brésil, je quittais la Guyane, j'avais pas été renouvelée, donc voilà, j'avais mon chômage, tout, et je partais Suriname, Guyane anglais, et en fait j'allais faire toute l'Amérique du Sud, et en fait j'ai bifurqué au niveau des Caraïbes, et je suis restée 2 ans et demi dans les Caraïbes, et donc du coup je savais que si je passais le fleuve là, et que c'était son oncle ou je ne sais pas qui me faisait passer le fleuve en pirogue, le truc comme ça, j'ai vraiment eu peur d'être zigouillée à la machette et qu'il me balance par le fleuve en fait, j'ai vraiment eu peur. Je sais pas s'il l'aurait fait ou pas, mais j'étais pas en confiance, et du coup voilà dans la réalité dans laquelle je me suis mise sous l'influence de cette infirmière qui a pensé bien faire. Alors le pire de l'histoire, c'est qu'elle m'hébergeait, cette infirmière. Et puis donc quand il a été libéré, le lendemain, elle me dit ah oui j'ai appris en fait qu'il a été libéré, et puis elle part à son travail, donc elle était alcoolique. Donc j'aurais dû aussi capter déjà, elle m'hébergeait, mais enfin je veux dire, elle était alcoolique. Donc les gens alcooliques, ils sont aussi dans des réalités que c'est comme ça. Hein. Donc bref, que des réalités comme ça. Hein. Et le lendemain, elle me dit écoute là, il va falloir que tu t'en ailles parce que dans le village là, ils sont en train de tourner. Donc la copine qui était venue de France et qui m'avait soutenue lors de ma plainte, qui avait appuyé ma plainte en disant oui en fait c'est vraiment un pervers, une fois qu'ils l'ont libéré en fait elle s'est remise avec lui, le truc hyper logique, et en fait il l'a manipulé complètement quoi, et elle s'est remise avec lui, et en fait je sais pas si elle a retiré sa plainte ou pas, mais en tout cas les deux tournaient dans le village à dire que oui j'étais jalouse de elle et que c'est pour ça que j'avais porté plainte, et vous imaginez le truc, pour qu'il aille en prison et qu'elle soit pas avec lui, enfin bref quoi, n'importe quoi, le truc vraiment le pire de pire. Une horreur. Donc franchement, si c'était à refaire, je le referais pas parce qu'il n'y a aucun. Le seul but de tout ça, c'est pour pouvoir parler maintenant. Je referai pas, mais bien sûr que non, je referai pas. Mais le seul avantage de tout ça, c'est que maintenant je peux témoigner au niveau de. Parce que du coup, moi j'ai essayé d'avoir une victimisation par la justice et je ne l'ai pas eu. Donc c'est ce que j'écrivais dans mon livre. D'ailleurs c'est pas moi qui moi je fais que répéter aussi beaucoup dans le livre c'est basé sur ma vie, mais après tous les trucs comme ça, tout ce qui ça parle de la dissociation, de l'importance de la reconnaissance juridique, ou tout au moins de sa reconnaissance propre à soi-même en tant que victime, d'avoir été victime d'abus, ceci, cela, tout ça, moi je cite beaucoup de textes, des écrits de gens connus ou pas connus, des trucs d'internet, enfin, donc il y a un mélange un peu de tout ça, et c'est hyper important en effet de se reconnaître en tant que victime, parce que comme là, parce que souvent la plupart de nous, on a été abusé, et la personne qui nous a abusé, elle est morte parce que c'était un oncle, ou parce que c'était je sais pas qui, il a disparu de notre vie, il est parti, on peut pas les retrouver. On avait moins de 7 ans, déjà
certains on se souvient même pas qui c'était. Donc ce qui est important, c'est que si jamais on a des souvenirs un peu comme ça, vagues, des trucs, ou si on a des troubles sexuels, des trucs, genre si on a souvent ce sentiment de faire l'amour avec son mari, d'avoir ce sentiment qu'on se fait violer ou des trucs comme ça, c'est qu'on a subi des abus avant. Il y a pas de... Moi j'avais toujours ça avec mes... Je le dis aussi dans le livre, j'aimais mes petits copains, mais j'avais toujours l'impression qu'ils me violaient en fait. C'était pas normal, je voyais bien qu'il y avait un problème, alors je me disais, bah c'est moi, je dois pas les aimer. Enfin, j'essayais de trouver mille excuses à pourquoi mon comportement, pourquoi j'avais l'impression de toujours me faire violer jusqu'à ce que je découvre que j'avais été violée en fait. Mais avant ça, je savais pas que j'avais été violée, donc du coup je pouvais pas, je comprenais pas ce qui m'arrivait en fait. Et ça c'est le but de toutes ces vidéos, c'est que quand vous êtes en train de regarder ça, si vous êtes du coup, parce que je cite toujours Asperger dans les trucs où hypersensible, schizophrénie, tout ça, donc vous avez forcément des troubles mentaux, et ces troubles mentaux là, ils sont quasiment, j'en suis mais quasiment à 80% sûrs que vous avez été victime d'abus sexuels en fait, et de par ces victimes, de par ces abus sexuels, vous avez développé des personnalités, des troubles mentaux qui sont liés à ça en fait, à des abus. Alors après, on dit les Asperger, ils ont été beaucoup victimes d'abus, et qui c'est qui nous dit que parce que les Asperger comme nous là, qui nous diagnostiquons superstar, on n'en sait rien si on l'était à 3 ans ou pas, parce que moi si j'essaie d'avoir le témoignage de ma famille, vu comment ils sont anti-rejet autisme, ça m'étonnerait que ma mère elle aille dire oui, ou mon père, bah bien sûr, quand elle avait moins de 3 ans, en effet on avait vu qu'elle avait un comportement, on a bien vu qu'elle n'était pas comme les autres petites filles. Ils iront jamais dire ça, même s'ils l'ont vu. Jamais, ils diront toujours, ben non, elle était normale, elle avait un comportement normal, et ils sont trop dans le déni pour aller soutenir que je suis autiste, et aller de mon côté pour dire, oui en effet, elle était autiste. Donc en fait, j'en sais rien moi si je l'étais ou pas à moins de 3 ans. Logiquement, si on est autiste à 39 ans, on l'a été entre ses 0 et 3 ans. On est né comme ça, où ça s'est détecté. C'est détectable jusqu'à 3 ans, mais moi comme je suis née en 82, du coup je peux pas savoir si mais dans la logique des choses, si je suis autiste maintenant, je l'étais déjà depuis petite. Mais qui c'est qui vous dit ça, que c'est vraiment vrai cette histoire-là, qu'on est autiste? Qui c'est qui vous dit que finalement, c'est pas tous ces abus, tous ces viols et tous ces trucs qui font que j'ai développé exactement les mêmes personnalités, les mêmes traits de personnalité, les mêmes troubles mentaux, les mêmes comorbidités liées à l'Asperger, et que je suis devenue une Asperger. Moi, il faut qu'on me le prouve, hein, pour que j'aille réfuter que oui, que non. Hein. Moi, jusqu'à présent, je suis toujours dans l'investigation. Alors oui, je suis Asperger, ça c'est clair et net, mais j'aimerais bien savoir si je le suis devenue, ou si je l'étais déjà. Enfin bref, dans l'histoire, c'est que du coup la victimisation, c'est hyper important de reconnaître qu'on a été victime d'abus dans notre vie pour pouvoir du coup, en fait, c'est pareil dans le livre, je cite ça, la résilience. C'est Boris Cyrulnik notamment, que moi j'ai découvert grâce à lui, grâce à ma maman d'ailleurs, c'est ma maman qui m'a fait découvrir Boris Cyrulnik. Alors, ce qui est bizarre avec ma mère, c'est ça, c'est qu'elle a toujours des super références, mais elle n'applique pas les références. Alors ça, je ne comprends pas trop. Mais bon, il y a d'autres personnes qui n'ont pas du tout de références et qui ne les appliquent pas puisqu'ils n'ont pas de références. Mais elle a des références qu'elle n'applique pas. Alors je ne comprends pas. Elle lit beaucoup, elle a pratiquement les mêmes genres de lecture que moi, mais on n'a pas du tout le même résultat de ce qu'on lit sur nous, notre personnalité. C'est-à-dire que moi, j'ai évolué et elle reste la même. Elle ne prend pas bénéfice de tout ce qu'elle peut lire. Donc c'est grâce à elle que j'ai connu Boris Cyrulnik qui parle de la résilience. Donc du coup, en se reconnaissant victime, donc la résilience de Boris Cyrulnik la nomme comme étant la renaissance de la souffrance, renaître de sa souffrance. Donc lorsqu'on se reconnaît victime, on peut renaître de sa souffrance, on peut comprendre pourquoi on a été comme ça, telle personnalité, tel comportement autodestructeur, beaucoup d'alcool, beaucoup de drogue, pourquoi autant de viols, pourquoi scarification, tentative de suicide, pourquoi toujours autosabotage, pourquoi anorexie, pourquoi ceci, pourquoi. On peut mettre un nom, une explication à pourquoi de tout ça. D'ailleurs, l'Asperger, c'est exactement les mêmes choses que les conséquences d'une dissociation liée au viol. Ça, c'est pareil, je l'explique bien dans le livre. Hein. Je vous dis, pour ceux qui sont intéressés par tout ça, franchement, écoutez-le. Là, le livre, encore un jour, c'est demain. Et vraiment, vous allez trouver plein d'informations qui risquent vraiment de vous aider. Hein. Et qui ne sont pas de moi, que moi je prends en référence en fait. Et donc du coup, la dissociation au moment d'un viol, le corps qui se sépare de l'esprit, enfin c'est-à-dire que c'est un mécanisme neuropsychophysiobiologique
qui fait que grâce à ça, on n'a pas d'arrêt cardiaque ou arrêt vasculaire, parce que sous l'emprise du choc, tellement c'est choquant de se faire violer, le corps ne supporterait pas la dose de substances que le cerveau libère sous le stress, qui sont l'équivalent de dose de morphine. Il y a 2 noms de drogue que le cerveau libère, c'est l'équivalent de drogue dure. Et donc, du coup, il y a beaucoup de nous qui répétons après des situations de stress pour avoir de nouveau le corps, le cerveau qui libère ce jet de substances et de drogue, parce qu'en fait, on est accro finalement sans le savoir, inconsciemment. Et donc, du coup, on va répéter souvent. Et donc, du coup, si on ne répète pas des dissociations, on va répéter des situations à stress, on va répéter des relations avec des pervers narcissiques, on va répéter des réalités qui nous fait être dans des situations de stress et d'angoisse, d'anxiété pour avoir toujours ces substances qui se libèrent. Donc là, je le fais en mode rapide parce que je vois que ça tourne 50 minutes, j'arrive jamais à faire moins. Je suis désolée si ça paraît long. Je pense pas. Si vous êtes encore là, c'est que vous êtes intéressé par ce que je dis, donc je vais même pas m'excuser finalement. Merci d'être là et de suivre le truc et de me soutenir dans toute cette quête et dans toute cette envie de vous aider, de nous aider, de s'aider entre nous, de tout ça, toute cette autodestruction qu'on s'inflige, et qui a une raison derrière ça, c'est qu'on a eu des abus avant ça, et ça c'est important de s'en rendre compte, parce que du coup ça permet la résilience de renaître de notre souffrance, et ça permet le pardon, parce que sans le pardon vous ne pourrez pas aller à une libération, c'est clair et net. C'est-à-dire que si vous ruminez votre souffrance, même si vous vous en libériez, mais que vous garderiez la haine de ceux qui vous ont violé, abusé, torturé psychologiquement, enfin ceci, cela, c'est vous qui vous rongez vous-même en fait. Vous ruminez, vous rongez, vous auto-poisonnez en fait. Vous mettez du poison dans vos veines de cette haine, de cette colère, de cette rancœur, de toute cette tristesse qui pourrait. Donc si vous avez fait le chemin de la renaissance de la souffrance, normalement vous n'êtes plus triste et normalement vous n'êtes plus en souffrance, logiquement. Donc logiquement, si vous avez déjà fait ça, vous êtes déjà sur le chemin. Normalement, ça va, la résilience va avec le pardon, logiquement. C'est compliqué d'avoir de la résilience, renaître de sa souffrance sans pardonner. C'est même, je pense que c'est impossible, je pense. Mais ça, il faudrait que je fasse des recherches pour être certaine de ce que je dis. Ça, c'est en parlant de moi. Moi, j'ai pas pu résilier sans pardonner. C'est pas possible pour ma part. Ça va ensemble en fait. La résilience, ça va avec le pardon. Je sais pas Boris Cyrulnik comment Boris Cyrulnik, il parle surtout de la résilience, du fait de sortir d'une tragédie, d'un événement dramatique, et de la capacité qu'on a à s'en remettre en fait. Mais il parle pas trop du pardon, il l'inclut pas dedans. Lui, il parle de la résilience comme étant vraiment la capacité de renaître de la souffrance. Voilà. Mais je pense pas de mes souvenirs, pourtant je l'écoutais beaucoup, Boris Cyrulnik sur YouTube et tout ça, j'ai pas le souvenir qui parle beaucoup du pardon, mais c'est logique en fait, c'est logique, c'est tellement logique que je crois qu'il en parle pas autant, parce qu'il est surtout focalisé sur ça, sur la renaissance de la souffrance. Enfin bref, donc du coup, reconnaissance parce que du coup, comme je vous dis, c'est quasiment impossible la plupart du temps de pouvoir porter plainte et d'avoir une reconnaissance au niveau de la justice, et ce qui est soi-disant une grande aide pour les victimes, pour la reconstruction émotionnelle et à la suite de traumatismes comme ça en fait. Mais donc du coup on ne peut pas dépendre de la justice, parce que la justice, vu comment elle peut être complètement pas de notre côté, comme mon histoire en Guyane française, ou impossible à rétablir la justice en fait, si la personne est morte, ou impossible à retrouver. Du coup on doit se faire notre propre justice à nous-mêmes. Et c'est important qu'on se reconnaisse en tant que victime pour pouvoir opérer ces processus de résilience et de pardon et de libération en fait, voilà, tout simplement. Donc du coup, je pense que j'ai à peu près fait le tour de la question, que c'est vraiment important de comprendre que si on a des comportements autodestructeurs, c'est que derrière ça, il y a eu des gens qui nous ont détruits avant, en fait, qui nous ont détruit notre auto-estime, qui nous ont détruit notre respect pour nous-mêmes,
qui nous ont sabotés. Et par la suite, nous, quand on devient adulte, on prend ces sabotages, ces destructions d'estime et de respect qui étaient extérieurs à nous, vers nous, on se les approprie et on en fait notre façon de vivre en fait. On s'auto-sabote, après on s'auto-détruit et après on s'auto-manque de respect et on s'auto-viole comme moi je m'auto-violais, c'est-à-dire que je permettais des situations que j'aurais pas pu les éviter parce que j'étais en dissociation à ce moment-là, mais ce que je veux dire c'est qu'il y a plein de fois où je me souviens que je me disais il vaut mieux que tu te laisses faire parce que sinon tu sais pas ce qui va t'arriver, donc on se met dans une situation que finalement on s'auto-viole quoi, on provoque la réalité qui est en train de nous arriver, c'est un truc de fou, mais c'est comme ça que ça se passe. Toutes les réalités que nous avons, nous sommes les seuls responsables de ces réalités-là, même si elles sont influencées par notre éducation ou par les réalités que nous avons connues dans le passé, comme je vous disais, par exemple, quelqu'un qui vous aurait saboté, humilié votre père ou votre n'importe qui, ou même un professeur, et que vous avez subi beaucoup d'humiliation, et qu'après, du coup, vous êtes dans l'auto-sabotage, c'est important à un moment de changer ces réalités-là, en fait, parce qu'on ne peut pas continuer de vivre notre vie en étant imprégné par des réalités qui sont passées et qui étaient extérieures à nous et qui nous ont affectés dans notre présent actuel, et on a la capacité de les changer, en fait. C'est ça que je vais vous dire. À chaque fois, de toute façon, toutes les vidéos que je fais, elles ont ce but-là, que les gens se reconnaissent dans leur souffrance en tant que si j'ai ça, c'est qu'il y a eu déjà d'autres choses avant. C'est pas genre je mérite ce que j'ai. En fait, même si nous créons nos réalités, il n'y a personne sur cette terre qui mérite de souffrir. Il n'y a personne sur cette terre qui mérite l'autodestruction, l'autosabotage. Je suis nulle, je suis moche, je mérite ce que j'ai. Non, il n'y a personne sur cette terre. La seule chose que nous méritons tous, c'est le bonheur. Pour quelle que soit la personne, même le pire des personnes, lui aussi, il mérite d'être heureux. C'est ça qui est incroyable. C'est que quand vous allez faire le chemin spirituel, après, vous souhaitez vraiment le bonheur à tout le monde. Donc, c'est clair que là, on ne va pas parler des cas extrêmes de pédophilie et des trucs terribles, de serial killer et tout ça, mais même ces gens-là, ils sont malades. Ils ont aussi le droit à la possibilité d'envisager que c'est pas irréversible et que peut-être que nous, parce qu'on voit bien que le mal est en train de se perpétuer toujours et il n'y a rien qui change, donc on voit bien qu'on met beaucoup la faute et il n'y a rien qui change. Donc peut-être que si on changeait cette manière de faire et qu'on envoyait notre pardon et notre lumière et notre compassion à ces gens qui sont malades et à tous ces gens qui ont subi, les gens qui sont malades mentaux et qui font du mal, et aux victimes qui ont subi le mal de ces malades mentaux, peut-être que si on n'était pas dans le jugement et qu'on était dans l'ouverture de cœur et qu'on se disait mon Dieu quoi, lui c'est vraiment dégueulasse, il faut qu'il meure, non, mais plutôt faites que cette personne se réveille et qu'elle retrouve un chemin de lumière et de conscience, en fait, tout simplement. Peut-être qu'elle est là la solution, parce qu'on est toujours dans la même histoire depuis la nuit des temps. On réperpétue le mal et il n'y a rien qui change. Donc peut-être que c'est à nous de changer la manière de notre vision du mal, en fait, parce que moi je l'ai fait pour moi, j'ai changé ma réalité et ça se change une réalité, et ça je vous ferai des prochaines vidéos sur comment changer la réalité. Là je voulais conclure vraiment sur tous les trucs de le viol, abus, humiliation et la reconnaissance de la victimisation, sans se garder je suis victime toute sa vie. Non, c'est j'ai été victime, ok, maintenant je tourne la page, je clôture le chapitre, je me donne toutes les clés en main qui existent et je fais tout ce que je dois faire pour changer cette réalité et pour devenir heureuse, parce qu'on le devient en fait, parce que la plupart d'entre nous, même si on a tout ce qu'on veut, le bonheur, c'est pas le truc qu'on nous a appris le plus facilement, et c'est pas le truc qu'on sait vivre le plus facilement, donc ça doit s'apprendre et on doit le cultiver tout simplement, comme ils le disent dans le chemin spirituel. Alors j'ai très mal aux jambes après tout ce temps-là, je vais couper la vidéo parce que j'ai qu'une envie, c'est de les déplier, parce que sinon après j'ai la tête coupée si je me mets d'autres manières, donc voilà, j'espère que vous me voyez à peu près entière. Voilà, donc je pense que là j'ai conclu vraiment sur le terme de tout ça. De toute façon, si vous voulez avoir plus de détails, et vraiment plus d'informations et plus de références
et détaillé et tout ça, vous écoutez le livre. Et là, vous avez tout. Alors, c'est dommage que je ne l'ai pas fait en forme papier. Pour le moment, il n'est pas sorti en forme papier. Mais de toute façon, vous l'avez en mode audio. Et quand il y a quelque chose qui vous intéresse, vous faites pause, vous remettez un peu en arrière, comme moi je fais avec plein d'audio et des trucs qui citent des noms et tout ça, de livres et de références. C'est pas forcément écrit dans les descriptions des audios que j'écoute, des vidéos que j'écoute, des podcasts et tout ça. Et je fais pause, je remets en arrière, je prends un crayon et je note le truc. Et après, je me mets sur YouTube et je vais regarder. Donc, vous pouvez faire exactement pareil. Je cite plein de trucs intéressants et des clés pour tout ça. Donc, tout ça, c'est dans le livre. Et moi, ce que je vais faire, c'est que les prochaines vidéos, elles vont reprendre à peu près toutes les clés de ce qui sont dans le livre. Et tout ça, ça vous est là, comme ça, sans avoir à payer. Il n'y a pas de, oui, allez jusqu'à la fin de la vidéo et vous cliquez, vous payez avec le lien, cliquez sur mon truc. Clique là, clique. Vas-y, clique, money. Non, là, avec moi, ça va pas être comme ça. Alors, quoi que j'ai rien contre l'argent, non, c'est pas ça. Mais j'en fais pas mon but en fait, c'est-à-dire que j'ai pas envie de... Je dois gagner de l'argent, ça sera avec la musique, ça sera pas avec soigner les gens quoi. Et d'ailleurs avec la musique je soigne les gens, donc si je peux gagner de l'argent en faisant de la musique et tout en soignant les gens, parce que la musique c'est vraiment une thérapie, bah là ça serait merveilleux, mais c'est pas en essayant de libérer et de partager mon expérience pour le livre, c'est pareil, il est gratuit, j'ai pas envie de, pour le moment en fait c'est parce que déjà ça ne me vient pas, et donc du coup j'ai pas envie de bloquer cette opportunité de pouvoir aider des gens parce que personne m'a publié, alors du coup personne m'a publié, du coup je laisse le livre dans mon placard et j'en fais profiter personne, de la même manière que je sais qu'il y a très peu de gens qui regardent mes vidéos et que ça me rapporte rien du tout, et je sais pas que je perds mon temps à faire ça, mais pendant que je fais ça je fais pas autre chose, et je me dis c'est quoi le but que j'ai dans tout ça? C'est juste de vous aider quoi, c'est juste de participer avec vous à notre évolution et à notre guérison en fait, tout simplement. Donc du coup j'ai pas cette intention de faire de l'argent, parce que si j'avais cette intention là, là je suis mal partie hein, parce que j'ai que des petits 25-30 vues mais c'est pas grave, je me dis que dans les 30 qui regardent, s'il y en a même 2 à qui je peux être utile, je suis très heureuse comme ça. C'est tout ce que je veux, parce que c'est 2 qui feront le chemin de l'évolution et de la transformation. Ils en parleront à d'autres qui diront ouais, j'ai fait ça et c'est vrai, ouais, dis donc, sans dire c'est cette fille là qui dit ça, non, parce qu'après les gens ils prendront en référence les autres connus que moi je dis, que je cite. C'est pas moi, il n'y a rien qui vient de moi, donc en fait moi-même en fait on m'oubliera dans l'histoire, c'est pas grave de ça qu'on m'oublie dans l'histoire. Ce qui est important c'est que vous vous oubliez pas vous-même et que vous ayez en référence ces gens qui sont là pour nous aider, et que vous verrez que ça marche si vous le faites sans payer ce qu'ils vous demandent après. Vous faites ce qu'ils vous disent dans les vidéos, elles sont dans la playlist Transformer votre vie, là, le bonheur ça s'apprend. Et oui, vous verrez, et du coup après vous ferez boule de neige, vous en parlerez aux autres, et c'est comme ça qu'on va petit à petit tous se guérir dans notre truc, parce que on est des imitateurs en fait. S'il y en a un qui le fait, l'autre le fait, l'autre fait, et après et en fait c'est pas difficile. Si vous imaginez qu'en 5 ans je me suis libérée de tous les trucs les pires que j'avais, cocaïne, héroïne, crack, cannabis, alcool, viol, sexe abusif, parce que c'est pareil, j'étais dépendante de me faire abuser en fait, entre guillemets, c'est un peu ça quoi, c'est-à-dire je reproduisais toujours cette truc parce que mon cerveau était dépendant à la substance qui était liée à la dissociation. Enfin, tout ça c'est inconscient bien entendu, mais voilà, j'étais kleptomane, et enfin j'avais trop de trucs. Si en 5 ans j'ai réussi à me libérer de tout ça, alors vous, si vous n'avez pas les 3/4 de mes trucs là, j'avais la bipolarité, la schizophrénie, les troubles de déficit de l'attention avec hyperactivité, qu'est-ce que j'avais encore, la dépression, bouffée délirante, donc tout ce qui était lié en fait à des dédoublements de personnalité, phase maniaque et dépressive, tentative de suicide, suicidaire, anorexie, 39 kilos, enfin j'ai un bon petit package, hein, c'est pas genre petit peu comme ça, j'ai eu la totale, c'est-à-dire que le seul truc que j'ai pas vécu, alors c'est les guerres, et la seule chose que j'ai pas expérimenté dans les drogues c'est la kétamine. Voilà, en gros ça résume tout. Donc si moi j'ai réussi en 5 ans avec ces clés là qui sont dans la playlist que je vous dis, qui est gratuite et qui a juste à écouter et à faire, c'est pas tout d'écouter, après il faut le faire, c'est pas tout de dire ouais j'en ai marre de ma vie, j'en ai marre, nanana, et puis pas faire en sorte de changer ces choses. Il faut se remuer quoi, passer à l'action quoi. Il faut arrêter de se plaindre et de se dire il y a un moment, maintenant on a toutes les clés quoi, c'est maintenant quoi. Il faut arrêter d'attendre
150 ans pour ces cons qu'on va soigner, quoi. Mais il y a un moment, il faut reconnaître qu'on est malade, qu'on souffre, et qu'est-ce qui nous fait souffrir? Il faut analyser tout, dire, ok, ça. Là, quand je vous dis que moi, on m'a jamais dit à l'époque que si vous avez des troubles avec votre mari sexuel, c'est que vous avez été déjà abusé avant, et si vous n'en avez pas souvenir, c'est forcément c'était avant vos 7 ans. Bah, déjà ça vous ouvre des portes, quoi. Vous comprenez que c'est pas normal d'avoir le sentiment de vous faire violer. Si vous voyez que vous vous autodétruisez, vous regardez cette vidéo, que vous êtes toujours en train de boire et de vous finir inconsciente à faire n'importe quoi, bah, si je vous dis que c'est parce que vous avez été abusé, c'est pas que je vous dis c'est l'ultime vérité, mais c'est parce que c'est quasiment sûr que c'est ça en fait. Il n'y a pas de raison que vous fassiez autant de mal, il n'y a pas de raison que vous ne preniez pas votre plaisir avec votre mari. Il n'y a pas de raison. La vie, elle est très simple. La vie, elle est pleine de bonheur. S'il y a du malheur derrière tout ça, c'est que derrière tout ça, il y a eu un traumatisme. Et le traumatisme, qu'est-ce que vous voulez que ce soit comme traumatisme? Qu'est-ce que vous voulez que ce soit? Vous pouvez me dire ce que ça peut être comme votre traumatisme, à part l'abus sexuel ou l'abus psychologique? Qu'est-ce que ça va être? Il n'y a que ça qui a pu nous traumatiser, et le manque d'affection, le manque de ceci, mais tout ça c'est lié à l'abus psychologique, l'humiliation, l'abus psychologique et l'abus sexuel, ça dépend. Il y en a c'est que l'abus psychologique, il y en a c'est l'abus sexuel, il y en a c'est les deux, mais c'est important qu'on regarde bien notre vie pour pouvoir tout analyser et puis pouvoir faire les changements nécessaires. J'ai mal aux jambes, je suis fatiguée d'avoir parlé, je vais me reposer, je vous dis à demain, la prochaine vidéo, salut, prenez